BFM Business, BFM Crypto, le club. Ils sont là, nos experts crypto. Valentin Demey, journaliste pour Cryptos. Bonjour Valentin. Bonjour Guillaume. Valentin, c'est votre jour de gloire, Valentin, c'est la Saint-Valentin. C'est l'une de celles-ci, effectivement. Bonne fête, Valentin. Merci Guillaume. J'ai demandé à ChatGPT quel est le trait de caractère des Valentins. Les traits de caractère, là c'est ChatGPT, les traits de caractère des Valentins sont la douceur, la gentillesse et le don de soi. Passionnés, ils s'investissent dans toutes leurs entreprises et sont de nature serviables. Aimant se rendre utile et indispensable, les Valentins sont toujours prêts à servir les autres. Vous allez nous le prouver, j'espère, pendant 25 minutes. Ça veut dire que vous avez payé Guillaume pour avoir cette information, puisque ça commence à être payant, ChatGPT. je pense que c'est vous qui avez fait cette définition. Cyril, serviable, donc on retient. Cyril Sabag aussi nous accompagne. Bonjour Cyril. Bonjour Guillaume, bonjour directeur de Mélanion Capital. On parlera d'investissement dans le marché crypto via la bourse. Alors j'ai aussi regardé du coup le trait de caractère des Cyril. Cyril est chevaleresque. Il allie à merveille le charme et la puissance, Cyril. C'est moi. En revanche, il n'est pas fin psychologue. Voilà. Et il a parfois du mal à comprendre les réactions humaines. Voilà. Il est doté d'une autorité naturelle, un brin manipulateur, il sait flatter et amener les gens là où il le souhaite. Bon, alors je suis désolé, c'est ce que nous sort l'intelligence artificielle. Bon, ben on va tester aussi, justement. La crédibilité du caractère des Cyril tel que nous le définit ChatGPT. Puis Vincent Gann aussi nous accompagne. Bonjour Vincent. Bonjour Guillaume, bonjour Valentin, bonjour Cyril. Bonjour aussi à l'avis de ChatGPT sur moi. Je vous le fais Vincent. Ok. Les Vincents sont considérés élégants, courtois et attirés par la beauté sous toutes ses formes. Voilà. Bon. C'est la réalité des choses. Merci cher Guillaume. Voilà, il aime la beauté. Bonne fête à Valentin, exactement. Il aime la beauté, Vincent, comme tous les Vincent, d'après l'intelligence artificielle, parce qu'il en épouse les courbes aussi des cryptos. Vincent, on rappelle, vous êtes analyste technique indépendant, Vincent, sur les cours du Bitcoin. Comment est-ce que vous voyez la suite? Quels signaux nous envoie l'analyse technique, Vincent? Beaucoup de choses. Alors, rapidement, c'était une journée test pour les marchés financiers en général, mais pour le cours du Bitcoin, qui fait face, voilà, moi j'invente souvent des expressions, j'appellerais ça ces défis fondamentaux, ces ennemis fondamentaux. Alors, bon, je vais faire un rapide résumé pour les auditeurs qui arrivent à l'antenne. Aujourd'hui, les chiffres de l'inflation ont été publiés aux États-Unis. Elle reste résiliente aux États-Unis, elle reste élevée, ce qui garantit des taux d'intérêt qui vont rester élevés encore un certain temps. Bref, le niveau de la liquidité va continuer de se réduire et ça, c'est un frein. Alors un frein à quoi? Un frein à ce qu'essaye de faire le Bitcoin depuis maintenant quelques semaines. Les auditeurs le savent, il a rebondi de 16 000 à 24 000 $ et il a face à lui beaucoup d'obstacles qui bien nuisent à cette progression. Alors aujourd'hui, les données fondamentales sont, sans se mentir, elles sont plutôt négatives pour la poursuite de la hausse du cours du Bitcoin. Enfin, en tout cas, c'est pas quelque chose qui va permettre de dépasser des résistances. Et puis, depuis l'affaire FTX. Vous savez, moi, cher Guillaume, vous vous en souvenez probablement, je viens de l'industrie du marché d'échange, le Forex. On s'est connu d'ailleurs comme ça à l'époque. Ce qui est en train de connaître le marché crypto, c'est ce qu'a connu le marché d'échange il y a maintenant une décennie, à savoir le début d'une phase de réglementation. Voilà, c'est fini l'open bar sans réglementation. Et l'affaire FTX a attiré l'attention des régulateurs, et notamment le régulateur américain, qui s'en prend maintenant depuis quelques heures, alors pas directement à Binance, mais en tout cas à son stablecoin, le BUSD. Je pense que vous allez en parler suite à mon intervention assez largement pendant l'antenne. Donc voilà, ce défi réglementaire qui n'en est qu'à sa phase naissante, et tous les défis global macro, voilà les deux ennemis, voilà ceux qui cherchent à appuyer sur la tête du Bitcoin et à briser l'élan qu'il a pris depuis le début de l'année. Alors moi, je suis assez surpris qu'ils réagissent plutôt bien au moment où je vous parle. Maintenant, on est encore loin de la clôture aux États-Unis. Et puis pour terminer sur des considérations techniques, pour tous les auditeurs, retenez une chose, le cours du Bitcoin reste dans l'élan de son rebond initié à 16 000 $ tant qu'il préserve un seuil chartiste, le seuil chartiste que vous connaissez toutes et tous, le niveau des 20-21 000 $. C'est l'enjeu de la semaine, les préserver. Et sur l'Ether, quel seuil technique faut-il préserver? On est à 1535 $ là. Alors la frontière, écoutez, moi je la situerai à 1500 $. De toute façon, sans se mentir, il faut que la séance d'aujourd'hui se termine à la hausse et tout ira bien pour la suite de la semaine. Donc la traduction des 21 000 $ pour le cours du Bitcoin
je la situerais à $1 500 pour Ethereum face à USD. Voilà les courbes telles que Vincent Gann les lit pour nous. Merci beaucoup Vincent. Merci Guillaume. L'homme du beau et l'homme du vrai avec nous. Valentin Demey pour Crypto, journaliste, l'homme du vrai. Ben oui. Et on va parler justement de l'actualité. On va être très factuel. Cette régulation dont parlait Vincent à l'instant aux États-Unis, cette régulation qui tombe comme un couperet sur un certain nombre d'acteurs crypto. Le stacking ne convient pas à la SEC, Kraken n'a plus le droit d'en proposer. Le stablecoin de Binance non plus ne convient pas, Paxos n'a plus le droit d'en émettre. Ça chauffe sévère. Est-ce que c'est un retour sur Terre qui est en train de vivre l'écosystème crypto aux États-Unis? En tout cas, effectivement, il y a plusieurs attaques coordonnées ou en tout cas de clarification réglementaire de la part du gendarme financier américain qu'on connaît par le SEC. Effectivement, on l'a vu la semaine dernière, Kraken se faire taper sur les doigts 30 millions de dollars qui lui sont réclamés pour avoir proposer un service de staking. Donc on rappelle ce que c'est d'avoir mis en jalonnement, de proposer aux clients en tout cas de mettre en jalonnement certaines de leurs crypto-monnaies éligibles comme Ethereum notamment pour générer un rendement tout en sécurisant les blockchains. Ça c'était la semaine dernière et il y a quelques jours le fameux BUSD, donc le stablecoin de Binance qui a émis par Paxos qui se voit donc obligé, intimé d'arrêter d'être émis, alors que ça représentait quand même le 3e plus gros stablecoin de l'écosystème avec 17 milliards de dollars de capitalisation, donc c'était assez important. C'était l'une des pierres angulaires même de l'écosystème de Binance, puisque la majorité des paires étaient libellées en BUSD, donc en dollars stablecoin de l'écosystème de Binance, qui doit donc arrêter d'être émis en de nouveaux tokens, en tout cas à partir du 21 février. Parce que Paxos émettait tous les tokens Binance. Ouais, la grande majorité, en tout cas ceux qui étaient garantis 1 pour 1 par les comptes, dans les comptes d'une société réelle ou en tout cas d'un compte en banque réel, c'était chez Paxos que ça se passait. Donc effectivement, c'était 90%, beaucoup plus même, qui étaient garantis par Paxos. Donc ça pose un problème effectivement sur l'ensemble de l'écosystème, mais l'écosystème ne se laisse pas taper dessus sans réponse. C'est-à-dire qu'effectivement, on a appris il y a quelques heures que Paxos répond que c'est totalement injustifié d'avoir reçu cette lettre qui leur laisse 30 jours pour justement se mettre en conformité, en l'occurrence arrêter d'émettre des stablecoins BUSD. Donc ça, on l'a appris tout à l'heure. On a appris aussi que Coinbase, qui pouvait être embêté dans la foulée de ce qu'on reproche à Kraken, c'est-à-dire de mettre des services de staking, se prépare à aller jusqu'aux tribunaux pour justifier le fait que, contrairement à ce que dit la SEC, ce n'est pas un produit qu'ils ne pourraient pas proposer, notamment parce que à la subtilité qui est un peu difficile à comprendre, mais en fait que je résume. J'ai eu William Aurore que vous avez eu hier sur ce plateau au téléphone justement pour bien comprendre cette subtilité. Entre les entreprises qui proposent un service de staking où plusieurs personnes, plusieurs clients vont mettre au même endroit une grande quantité de crypto-monnaies et on va leur proposer un rendement lissé garanti sur l'année où il y a effectivement intervention d'un produit financier. Là où sur d'autres solutions, c'est le cas de Lido notamment et même d'une certaine manière deux autres entreprises centralisées, et c'est là-dessus que Coinbase veut se baser, où ils récupèrent non pas la propriété des crypto-monnaies qui reste à celle des clients, mais qui font en fait le pont technique de proposer à la blockchain de jalonner sans garantir les rendements, sans faire du lissé, mais juste en fait d'être le bridge technique entre le client et la blockchain et donc la sécurisation des blockchains. Donc Coinbase veut absolument convaincre la SEC et s'il le faut sera prêt à passer dans les tribunaux pour convaincre qu'il y a stacking et stacking en quelque sorte, qu'il ne faut pas tout jeter, quoi. C'est exactement ça, avec la subtilité, donc il n'y a pas d'intervention humaine dans la génération du revenu et qu'elle est technique, donc il se base là-dessus sur un fait historique qu'a fait jurisprudence pour dire que ça ne remplit pas les 3-4 critères habituels que la SEC prend pour dire que c'est un service qu'il justement encadre. On verra ce que ça donne. En tout cas, voilà, Coinbase ne laisse pas la SEC dire qu'il n'y a qu'un seul staking justement. Paxos veut aussi monter au créneau pour nous dire que ce n'était pas un titre non enregistré. On voit un petit peu comment ça se réorganise, mais en tout cas, dans les chiffres, effectivement, on a déjà en 24-48 heures peut-être $1 milliard de BUSD qui a quitté la plateforme Binance, qui est assez important. 140 millions de BUSD qui ont été brûlés, c'est-à-dire qu'ils ont été retirés des blockchains pour être récupérés en 1 pour 1 en dollars, donc dans les comptes en banque de Paxos qui sécurisaient la transaction. Donc en tout cas, ça prouve que malgré le stress qu'on a eu, on a eu le BUSD qui a un peu baissé, qui ne valait pas $1 pendant quelques secondes, quelques minutes. Il est remonté très vite à $1. Ah oui. Contrairement à l'UST, on est bien sur un stablecoin qui est backé 1 pour 1, sur lequel Binance est aujourd'hui l'un des plus grands utilisateurs. Et Paxos sécurise et il n'y a pas eu de risque
de récupérer son dollar derrière. Et il n'y a pas de risque systémique pour Binance avec ce qui est en train de se passer? Non, il n'y a pas de risque Il ne dépend systémique pas de pour façon Binance. systémique de son stablecoin. Non, c'était une manière de faciliter effectivement les échanges et d'avoir une hégémonie plus importante, puisque ça leur permettait de avoir directement 100 tiers différents, que ce soit Circle ou Tether qui étaient les deux plus gros, leur propre stablecoin garanti par Paxos. Il n'y a pas de risque systémique pour la plateforme. Maintenant, ça sera moins sympa pour eux, puisque tout ce qui est génération de fees, de frais ou ce genre de mécanismes qui pouvaient bénéficier de la plateforme, a priori ne bénéficiera pas. Les clients, en tout cas jusqu'à février 2024, pour rembourser 1 pour 1 de la part de Binance et Paxos, donc leur BUSD en $1 s'ils le souhaitent, ou dès aujourd'hui déjà l'échanger pour un autre USDC. Mais ça n'empêche pas Binance de réfléchir à l'avenir de son stablecoin et peut-être à imaginer de le faire évoluer. Oui, tout à fait, puisque effectivement, donc, ils n'ont pas le droit d'en émettre davantage aujourd'hui à travers Paxos. Ouais. C'est un vrai problème, puisque Binance continue ses acquisitions et continue de grossir. Donc, s'ils ne peuvent pas grossir avec le stablecoin qui les aide à justement faire tourner la machine, c'est dommage. Donc, on a appris que CZ, donc le patron de Binance, travaille sur une autre manière de faire un stablecoin qui ne sera pas indexé au dollar. On n'en sait pas trop pour l'instant. Tiens. Si on est un petit peu chauvin et qu'on veut se faire un peu mousser, on peut se dire que ça sera peut-être de l'euro. Je ne sais pas. Il l'entendra s'il le souhaite. Parce qu'effectivement, on a déjà des solutions euros. On rappelle qu'on rigole parce que c'est même pas 2% de la crypto qui est libellée en euros. La finance décentralisée, c'est moins d'1%, alors qu'on a des outils français, européens, régulés, en partie régulés, en euros, qui pourraient très bien faire l'affaire. Mais en tout cas, on peut se demander sur quoi il veut se pencher, comment il veut garantir en 1 pour 1 la valeur qu'il émettra dans son stablecoin. On rappelle qu'un stablecoin, l'objectif, c'est qu'il reste stable, justement, qu'il enlève la volatilité. C'était tout l'avantage du dollar. Mais est-ce que ça sera sur de l'or? Est-ce que ça sera surcollatéralisé dans une sorte de, on va pas dire le gros mot, stablecoin algorithmique, mais d'une autre manière de sécuriser les valeurs, tout en bénéficiant d'un capital efficient? Bien, on s'interroge. En tout cas, CZ ne veut pas abandonner cette capacité d'avoir un token stable sur sa plateforme, c'est certain. Bon, un grand point d'interrogation sur l'avenir du stablecoin de Binance, même si vous nous apportez des informations a priori plutôt rassurantes là-dessus, et que ce stablecoin sera sans doute en plus amené à évoluer. Mais aussi un autre point d'interrogation sur l'avenir du staking. C'est pas rien tout ça. Est-ce qu'on est sur un nouveau tournant critique, de nouvelles, très mauvaises nouvelles pour l'écosystème aujourd'hui, Cyril? Écoutez, ce qui est intéressant, c'est je pense qu'on est encore dans les conséquences de FTX. La SEC avait plutôt donc le gendarme boursier américain avait plutôt la réputation d'être flexible et plutôt ouvert sur les cryptos. Depuis FTX, et encore plus depuis quelques semaines, le discours a complètement changé. Et là, la volonté de la SEC, c'est justement de s'attaquer à tous les produits earn ou staking qui génèrent des rendements en crypto. Et en fait, derrière, qu'est-ce qui est pointé du doigt? C'est que comme ces produits s'adressent à l'investisseur retail, donc de détail, la SEC souhaite une protection plus importante. Et c'est pour ça qu'elle veut le faire rentrer dans le cadre de ce qu'on appelle les Registered Securities. Et justement, ce qui est pointé du doigt à chaque fois pour tous ces différents acteurs, c'est que ce qu'ils proposent s'apparente à de l'Unregistered Securities. Et derrière, ce qui est pointé du doigt, en fait, c'est la protection, ou le manque de protection de l'investisseur. Puisque quand on est dans le cadre de la SEC, on a une protection beaucoup plus importante. Voilà, c'est typiquement, si je dois donner un exemple, l'ETF aujourd'hui est un Registered Security. On a des éléments clairs de protection de l'investisseur. Votre ETF, vous parlez de votre ETF, oui. On a un prospectus, on a un DC, le risque 7. Les investisseurs sont avertis des risques sous-jacents. Et je pense que la SEC, elle veut lutter contre le manque un peu de transparence sur ces risques, en particulier quand ils sont adressés aux investisseurs particuliers. Ce qui est frappant, c'est que les sanctions tombent comme un coup près en ce moment aux États-Unis, sans que personne les ait vues venir, alors qu'en Europe, on fabrique des textes, etc. C'est beaucoup plus laborieux peut-être, mais peut-être que tout cela, ce qu'on est en train de faire en Europe, cette régulation apporte un minimum de visibilité, alors qu'on voit qu'aux États-Unis aujourd'hui, il y a beaucoup de surprises dans les réactions de la SEC. Est-ce que ce qui se passe là-bas aux États-Unis va redorer l'image de l'Europe auprès de l'écosystème crypto mondial? Certes, l'Europe est en avance dans la régulation, mais finalement, c'est peut-être en Europe qu'on trouve plus de visibilité, en tout cas plus qu'aux États-Unis, où la SEC réagit au coup par coup. Je pense que c'est très juste et c'est une bonne analyse. La chance qu'on a en Europe, c'est qu'il y a un cadre qui a été discuté. Aux États-Unis, les réactions se sont faites un peu au coup par coup. On le sait, les anglo-saxons en général sont plus pragmatiques et ont voulu développer le business et ensuite ils se sont rendus compte qu'il y a eu des conséquences graves. En Europe, on prend un peu plus notre temps
mais en tout cas, la réglementation est en train d'être écrite et peut-être que ça va attirer effectivement des acteurs qui vont trouver un cadre clair et des règles du jeu précises. Valentin, c'est votre fête, allez-y, on le laisse. Valentin, allez-y. C'est vrai qu'on peut voir souvent l'Europe comme un diplodocus qui met du temps à bouger. Mais par contre, sur la réglementation MiCA et sur les points qu'on vient d'énoncer avec Cyril, il y a un cadre qui est clair pour les prestataires d'actifs sur services numériques, depuis longtemps avec Pacte. Sur ces interrogations du staking, il y a encore certains points d'ombre, ou en tout cas, même si on encadre de manière assez importante, stricte, et avec quand même l'ambition d'avoir de l'innovation en Europe, on n'a pas certains détails qui sont présentés. En l'occurrence, sur le staking, on n'a pas dans les tout détails, par exemple, contrairement à ce que fait la SEC, qui lui dit en gros c'est non. Même si, encore une fois, on a le cadre pour pouvoir échanger et monter au-dessus, comme sur la finance décentralisée et autres, avec MiCA, qui est un bon point de départ. Ces points-là ne sont pas encore totalement résolus. Mais en tout cas, on va dans la bonne direction. Et pour une fois, peut-être que ce faux pas que fait la SEC, ou en tout cas ces intimidations, parce que, encore une fois, certains vont monter au créneau aux tribunaux, et on a dans l'histoire... la SEC ne gagne pas toujours quand ça va au tribunal. On le voit notamment avec Ripple où c'est pas fait, et d'autres histoires où en fait ils n'ont pas toujours eu le fin mot de l'histoire. Mais ils gagnent quand même parfois. Mais ils gagnent quand même parfois, évidemment, on verra effectivement. Mais c'est un temps judiciaire qui est différent que celui de la lettre de mise en garde sur l'interrogation qui parfois est encore une fois pris par les acteurs. Donc à voir. L'avantage c'est que sur MiCA, avec MiCA en Europe et aujourd'hui en France avec PSAN, les régimes PSAN, on a déjà une bonne base pour que ces petits points de clarification rentrent là-dedans et ne soient pas un truc où on panique très vite. Et là, encore une fois, c'est la force des autorités de régulation françaises et européennes qui ont l'idée le marché, c'est très bien. Vous auriez cru il y a un an que l'écosystème crypto dise c'est la force de nos régulateurs en Europe, c'est notre force par rapport aux régulateurs américains. Vous êtes trop tranchant, Guillaume. C'est pour ça, parce qu'il faut le voir d'un point de vue global. Vous voyez, faut prendre de la hauteur, il faut dézoomer. Et je regarderai sur ChatGPT. Peut-être qu'on vous dira, les Guillaume ne dézooment pas assez. Et j'ai pas regardé Guillaume, d'ailleurs, le caractère des Guillaume, j'avoue, sur ChatGPT. Je vais le faire, du coup. Ça me fait peur. Votre ETF, c'est vrai, il permet de suivre les performances, grosso modo, du Bitcoin chez Millennium Capital. Cyril, Bitcoin vient super début d'année, en l'occurrence, même si là, ça s'essouffle un peu depuis quelques jours, mais quand même, la perf depuis le 1er janvier est bonne. Votre ETF, il fait presque aussi bien, un peu mieux. Comment il s'en tire face au cours du Bitcoin? Alors, on s'était vu en décembre et la fin d'année avait été très compliquée pour l'ETF. On s'en souvient, en particulier à cause des performances des sociétés de minage. Le début d'année est excellent. Pour donner un peu une perspective, donc les marchés financiers traditionnels ont des performances depuis le début de l'année qui se situent entre 8 et 12%. Je parle du S&P, CAC, Eurostoxx, Nasdaq. Notre ETF fait plus 42%. Donc c'est vraiment un excellent début d'année. Le Bitcoin... Il y a une valeur à la Bourse de Paris qui fait plus 40 aussi depuis le 1er janvier, c'est ST Microelectronics. Voilà. Bravo, vous avez fait comme ST Microelectronics. Non, je rigole, c'est pour aidé, on va dire, par les cryptos, qui sont très bien orientés, par les sociétés de l'écosystème crypto, dans lequel investit l'ETF, et également par les sociétés technologiques. Pour donner un peu en perspective, donc on fait plus 42, le Bitcoin est à plus 30%. Alors ce différentiel s'explique en particulier par les performances des sociétés de minage, qui avaient été survendues en fin d'année et qui ont de très belles performances depuis le début de l'année. Typiquement, on a deux valeurs, Hut8 ou Hive, qui sont dans notre ETF et qui font plus de 85% de performance depuis le début de l'année. Donc c'est clair que ça aide un ETF comme le nôtre. Pourquoi elles remontent, les sociétés de minage? Parce que les prix de l'électricité baissent? Je pense que, alors, surtout grâce à l'augmentation du prix du Bitcoin, parce que du coup, elles en produisent, donc elles se rémunèrent plus. Et encore une fois, il y a eu des mouvements d'exagération baissiers en fin d'année où, comme je l'ai dit, elles ont été survendues. Donc ce double effet, c'est un vrai effet rattrapage sur ce début d'année. Et on aime bien vous inviter régulièrement, Cyril, parce qu'à travers cet ETF, il y a plus d'une trentaine de valeurs. C'est ça qui compose cet ETF. Vous nous offrez un regard supplémentaire, complémentaire sur les entreprises qui composent cet écosystème. Est-ce qu'on peut zoomer sur une ou deux des entreprises qui performent bien depuis ce début d'année, au-delà des sociétés minières dont vous nous parliez? Oui, je peux parler d'une société qui s'appelle Opera. Alors Opera, c'est une société qui développe des solutions de navigation web et des applications web. Alors vous allez me dire, mais quel rapport avec les cryptos? Eh bien justement, ils viennent de développer le premier navigateur Web 3.0
qui intègre un portefeuille crypto qui permet à la fois donc de traiter des cryptos et également de suivre ses propres cryptos, NFT, comme un portefeuille traditionnel et sans avoir besoin d'extension. Donc c'est assez intéressant. Mais le point remarquable, du coup ça fait une excellente transition par rapport à votre introduction, c'est qu'ils viennent d'annoncer qu'ils veulent intégrer ChatGPT à leur solution. Et pourquoi ? Pour se différencier, se distinguer de navigateurs comme Chrome ou Mozilla. Et ce qui est assez remarquable avec cette société, finalement, quand on prend un peu de recul, c'est une société donc norvégienne qui existe depuis 30 ans. C'est une société pure web 1.0. Finalement, elle fait de la navigation. Ouais. Et aujourd'hui, elle propose du web 3.0 et en plus, elle va chercher de l'intelligence artificielle. Donc c'est assez intéressant. Donc la performance depuis le début de l'année est de plus 35% et sa CAPI un petit peu en dessous d'1 milliard. Opera coté sur le Nasdaq. Tout à fait. OPERA, c'est très facile. Une autre société qui marche bien depuis le début d'année pour nous faire découvrir ce dont cet écosystème, le Web3, dont vous vantez les mérites, ce que cet écosystème a dans le ventre, Cyril. Oui, alors je peux présenter une autre société qui est une société autour du minage, qui s'appelle CleanSpark. Et cette société a la réputation d'être très orientée énergie renouvelable. Quasiment 100% des bitcoins qu'elle mine sont issus d'énergie renouvelable. Elle est très dynamique. Elle a été très dynamique l'année dernière sur la partie fusion-acquisition, en achetant des sociétés de minage et des infrastructures. Un point intéressant aussi sur le green mining, c'est qu'elle fait partie d'un protocole qui s'appelle Sustainable Bitcoin Protocol, dont le but est ce protocole a le but de vérifier qu'on a bien une production de bitcoin via énergie renouvelable. C'est un point intéressant encore. Une forme d'audit. Tout à fait. Et donc un certificat qui sera détenu et qui prouve en fait le côté vert de la production. Et cette société est aussi pionnière de techniques un peu à la pointe, et en particulier d'une technique qui s'appelle le immersion cooling, où les machines sont immergées dans un liquide diélectrique, donc qui ne conduit pas l'électricité, qui permet de multiplier par 2 ou par 3 la durée de vie d'une machine traditionnelle de minage. Voilà. Waouh, impressionnant. CleanSpark, plus 47% depuis le début de l'année, environ 200 millions de capitalisation. Coté sur le Nasdaq également. Merci messieurs de nous avoir accompagnés. Merci. Cyril Sabac donc est cet ETF Millennium Capital dont vous êtes le directeur. Bon retour Cyril. Merci Valentin. Merci. Valentin Demey, journaliste pour Cryptos régulièrement également à nos côtés sur BFM Business.